Pas facile de brosser le portrait d'Ernst Jünger, né en 1895. Voici un écrivain admiré dans le monde entier, mais qui demeure contesté pour ses engagements militaristes d'avant-guerre. Un écrivain de premier plan, revendiqué par l'Allemagne nazie, et qu'il a pourtant dénoncé en toute occasion. Un écrivain dont l'œuvre, d'ailleurs, suscite encore la polémique dans son pays, alors qu'ailleurs, on préfère célébrer le visionnaire. Un écrivain allemand, amoureux de la culture et de la littérature française, mais aussi un entomologiste à la réputation mondialement reconnue. Enfin, voici l'auteur de Sur les falaises de marbre, l'un des plus beaux romans de ce siècle. Voici tout de suite son portrait brossé par Gero von Boehm. C'est le 82e de cette collection. Approche de Wilflingen, en Haute-Souabe, tout au sud de l'Allemagne. Approche d'Ernst Jünger qui vit ici depuis plus de 40 ans, qui encore actuellement y écrit presque chaque jour. Ernst Jünger, né en 1895. Jamais un écrivain n'a uni si longtemps le passé au présent. Même à 100 ans, il n'interrompt pas ses observations et sa quête. Sa quête du grand secret qui se cache derrière toute chose. Sa quête aussi de lui-même. Une vie à nul autre pareille, dans sa rectitude comme dans ses contradictions. À 3 ans, à Hanovre, où son père chimiste dirigeait un laboratoire d'analyse, avant de gérer une pharmacie en Saxe. La logique et les sciences de la nature constituaient tout son univers, et il voulait qu'il en aille de même pour ses fils. Sa mère, une femme fort sociable, était par ailleurs remplie de compréhension pour l'esprit d'aventure de son fils. Bevor der Erste Weltkrieg anfing, hatte ich das unbedingte Bedürfnis, nach Afrika zu gehen. Ich hatte Stanley gelesen und andere Leute, und der dunkle Kontinent, der hat eine sehr große Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Auf der Schule gefiel es mir auch immer weniger. Ich folgte den Themen gar nicht, sondern las unter dem Pult meine Bücher. Und endlich, denke ich, hatte von Rosen ein Buch gelesen, der hatte eine über die Fremdlegion. Da dachte ich mir, ja, da gehe ich auch, muss ich auch hingehen. Nach Afrika kann ich auf diese Weise kommen. Bin natürlich auch sehr enttäuscht worden. Und dieses Buch hat immer noch Konsequenzen für mich. Es ist 2 oder 3 Jahre her, da hat mich die 2. Regiment der Fremdlegion, bei dem ich gedient habe, hat mich eingeladen zu ihrem, ich weiß nicht wievielten Geburt. Die haben ja zuerst in Mexiko gekämpft und dann auf gewissen Inseln und endlich auch in Afrika, in Sidi Bel Abbès. Und die hatten in Nîmes hatten sie eine Jubiläumsfeier, dazu haben sie mich eingeladen. Da war eine Kasernenwand, weiße Kasernenwand, und zu meinem Erstaunen sah ich mich da abgebildet in meiner Fremdenlegionärsuniform. Denn als ich entlassen wurde, hat mein Vater noch telegrafiert, lass dich fotografieren. Und die besteht noch. Er hatte gute Verbindungen auch nach Frankreich hin. Wir haben ja mit einem Kameraden zusammen, haben wir schon einen Fluchtversuch gemacht. Und da sind wir in einem großen Strohhaufen, haben wir übernachtet, waren noch 2 andere dabei. Und der Bauer, der
Mohammedaner, der Algerier, der sein Stroh noch sind, der sah, dass da was raus war und hat uns den gesehen und gleich die Polizei benachrichtigt. Und als ich entlassen wurde, da hat er dann gesagt, der Oberst, solche möchten wir öfter haben. Ein Vierteljahr hier und 14 Tage davon im Loch. Denn das war das einzige Mal, dass ich auch ein Gefängnis kennengelernt habe. Das habe ich auch immer gelesen. Ich muss irgendwie lesen und es scheint also ein Bedürfnis zu sein, das über den Stoff noch hinausgeht. Das heißt, dass also, wenn ich nichts anderes zu lesen habe, lese ich Zeitungsreklamen oder so etwas. Also, dann lese ich wie eine kultische Handlung. Bin auch nur von Büchern umgeben und diese Bücher, die lassen sich ja auf 24 Buchstaben zurückführen. Und diese 24 Buchstaben, die erzeugen auch ein gewisses Medium. Man fühlt sich doch zu Hause, wenn man von Büchern umgeben ist. Les principes d'ordre l'ont intéressé très tôt, non seulement dans la langue, mais dans la nature. Il s'est donc mis à collectionner les coléoptères lorsque son père lui a offert cette boîte en 1908. Aujourd'hui, Ernst Jünger est célèbre comme entomologiste. Die Käfer haben eine gewisse Substanz und als ich vom Zweiten Weltkrieg den André Gide mal besucht habe in Paris, da sagte ich, ich ziehe die Käfer als Sammler den Schmetterlingen vor, weil sie viel solider und sich viel länger halten. Und da sagte er, ah, ça je comprends très bien. Denn er hatte auch ein gewisses Interesse. Er hatte ja ein Kindermädchen gehabt oder ein Kinderfräulein, eine Deutsche, die ihn sehr für Botanik interessiert hat. Pour Ernst Jünger, les coléoptères constituent une preuve qu'il existe dans le monde des phénomènes ordonnés et que ce monde est disposé selon un certain ordre auquel rien ni personne ne peut se soustraire. La Première Guerre mondiale commence. Le 1er août, Ernst Jünger s'engage comme volontaire. En 5 jours, il passe un bac d'urgence. Il fait ses classes en 2 mois. Le 27 décembre, son unité monte au front en Champagne. Comment a-t-il vécu ses premières semaines à la guerre? Naja, wie alle, die erlebt haben, mit einer ungeheuren Begeisterung. Und dass sie ihn gewinnen würden, daran war ja gar kein Zweifel. Aber es wurde sehr langweilig. Das Erste, was ich sah, waren so einige Schrapnells, die auf einen Flieger abgeschossen wurden. Und dann kam eine sehr lange Zeit des Schützengrabenkrieges. Tagebuch führen, das habe ich vom ersten Tage an getan. Und diese 14 Bände, die ich in meinen 14 Taschenbücher, die ich in meiner Kartentasche mit sich führte, die haben sich auch erhalten. Das ist also die Originalfassung dann. Quel fut le premier épisode décisif de cette guerre? Quand avez-vous perçu pour la première fois que la guerre était pour l'homme une réalité considérable? Ja, der Krieg, ich bin ja im Wesentlichen Leser und dann erst aktiv. Das heißt, meine Lektüre spielt eine größere Rolle als die Tatsachen, in die ich dann eintrete. Ich suche also Dinge, die ich gelesen habe, in der Wirklichkeit
wiederzufinden und meist wird diese Wirklichkeit enttäuscht. Übrigens hatte ich meine Begeisterung für kriegerische Ereignisse nicht aus den Gesprächen meiner Großeltern entnommen, also von 70, 71. Das war ja ein kleiner, bescheidener Krieg, sondern ich hatte Ariost gelesen, Orlando Furioso, und da geht es ja denn mehr platonisch zu als in der Wirklichkeit eines Schützengrabens. Ich habe da vor Reims gelegen in den Nächten, und diese Nächte, man musste da lange Wache stehen. Ich hatte den 27. Januar da noch erlebt. Das war Kaisers Geburtstag, wo wir also im Chor um Mitternacht gratuliert haben. Il est alors cette fois blessé, et l'empereur lui confère la plus haute décoration militaire, l'Ordre pour le Mérite, dont il est aujourd'hui le chancelier et le dernier titulaire vivant. Le capitaine Junger recherche exprès les jeux dangereux avec la mort. Après la guerre, on lui a demandé: Was war denn Ihr schrecklichstes Erlebnis in dem Ersten Weltkriege? Und da habe ich gesagt, dass wir ihn verloren haben. Das hat die Leute sehr verblüfft, aber ist doch für einen Soldaten eigentlich eine ganz selbstverständliche Antwort. Le combat à la grenade rappelle l'escrime au fleuret. Il faut y exécuter des sauts comme dans un ballet. C'est le plus mortel des duels, car il implique que l'un des deux adversaires soit tué. Entre tous les moments exaltants de la guerre, aucun n'est si fort que la rencontre de deux chefs de commando entre les étroites parois de glaise des tranchées. Il n'y a plus alors ni retraite possible, ni pitié. Nul ne l'ignore parmi ceux qui les ont vus dans leur élément, ces princes des tranchées au visage dur et résolu. Es ist eben ein typisches Erlebnis eines Soldaten, der begeistert in den Krieg gezogen ist und dem er allmählich zur Gewohnheit geworden ist. Ich hatte zuerst den Titel Rot und Grau gewählt, weil ich ein sehr früher Leser von Stendhal gewesen bin, der jetzt sein Rouge et Noir, das war mir damals schon geläufig. L'expérience de la bataille de matériel est considérée par Junger comme une expérience fondamentale de la condition humaine. La finalité de l'homme consiste désormais à se voir broyé comme un atome au sein d'une gigantesque machinerie naturelle. Dans Orage d'acier, Junger décrit constamment des situations où il semble rechercher sciemment la mort, tout en observant avec sang-froid ce qui se passe autour de lui. Son but est de se transcender soi-même. Ich habe mich später damit beschäftigt und bin eben immer mehr und mehr von dieser Überzeugung, nicht von der Notwendigkeit, aber vom Sinnvollen des Krieges abgewichen. Heute sind das Fragen, die mich nicht mehr beschäftigen, wie die Politik überhaupt. Für mich ist eigentlich die Großwetterlage aufschlussreicher oder ein würdiges Thema als die politischen und technischen Fragestellungen. Ernst Junger, La politique. En 1930 paraît un article de lui terriblement antisémite. À l'époque, avant le Troisième Reich, il considère l'antisémitisme comme un jeu intellectuel purement analytique et théorique. Karl von Ossietzky disait de ce genre de jeu avec le feu: ces messieurs oublient le contexte historique et les résonances qu'il pourrait susciter. Un mot bien ajusté suffit à mettre les bras en action. Plus tard, Junger a pris ses distances à maintes reprises vis-à-vis de ce texte. Et c'est la philosophe d'origine juive Hannah Arendt
qui disait qu'Ernst Jünger avait été du premier au dernier jour un adversaire actif du national-socialisme. À aucun moment, en effet, il n'a laissé planer le doute sur son refus de la machine de pouvoir nazie. Il a refusé d'être membre de l'Académie prussienne des poètes, très orienté politiquement. Il a interdit au journal du parti nazi de publier le moindre texte de lui. À Berlin, Jünger écrit son essai « Le Travailleur » qui paraît en 1932. Il y décrit l'avenir de l'Allemagne sous le signe de la mobilisation totale et il montre le petit bourgeois déchaîné sous l'uniforme comme une redoutable fatalité, ample vision qui déborde largement l'époque, mais qui peut aussi donner lieu à des méprises. Es wird ja behauptet, dass es eine Wegbereitung zum Dritten Reich gewesen sei. Wenn man nun denkt, dass es im Herbst 32 erschienen ist, müssen die Leute also ein Vierteljahr Zeit gehabt haben, einen Text zu verstehen, der heute nach 70 Jahren noch nicht verstanden worden ist. Man sucht so etwas braunen Staub, wie als ob es Goldkörner wären. La mobilisation totale que Jünger décrit dans son livre est une métaphore. Il anticipe sur tous les problèmes qui se sont fait jour dans la civilisation de notre temps. Et Jünger prédit tout ce que vont machiner les polytechniciens de la puissance, ainsi qu'il nomme les politiciens des États totalitaires. Les films de propagande vont montrer à quel point il avait raison. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, avait vite compris que les nazis pouvaient faire leur miel des récits de guerre d'Ernst Jünger. On ne négligea aucune tentative pour annexer l'écrivain. Mais il ne montra que du dégoût et quitta de manière démonstrative un meeting de Goebbels. En 1934, Jünger avait fait dans son livre « Feuilles et pierres » plusieurs remarques qui furent interprétées par les nazis comme des attaques directes contre Hitler. Il écrit par exemple que l'on reconnaît la mauvaise race à ce qu'elle cherche à se grandir en se comparant aux autres et à abaisser les autres en les comparant à elle-même. Il y eut des tentatives de rapprochement, plusieurs fois, de la part d'Hitler. Ja, schon als noch ein ganz kleiner Mann war, vor allen Dingen, da wollte ich studierte Zoologie in Leipzig, da hatte einen Besuch bei mir angemeldet und Hess hieß er ja wohl, ja, der hat dann telegrafiert, dass sich die Reiseroute geändert hätte, er käme also nicht über Leipzig. Wenn ich bedenke, dass dann gekommen wäre, hätte die Hand auf meine Schulter. Das wäre aber schon sehr schwer zu bereinigen gewesen. Obwohl, Hitler war damals ein ganz kleiner Mann. Er hat doch später einen Sitz im Reichstag angeboten. Ein Sektenführer unter anderem. Da hatte der Stahlhelm und so weiter, die hatten viel mehr zu sagen als er mit seiner kleinen Partei. Seinen 7 Mann. Il vous a proposé plus tard un siège de député au Reichstag, mais vous avez refusé. Das stimmt, aber dafür habe ich überhaupt keine, würde ich auch heute zurückweisen. Habe nie einer Partei angehört, also Politik hat mich nicht besonders interessiert. L'avez-vous rencontré? Lui avez-vous parlé? Nein, Gott sei Dank nicht. Es gibt aber einige Briefe von ihm an mich. En 1941, Jünger arrive à Paris comme officier d'occupation.
Dans les journaux qu'il rédige alors, on retrouve le dilemme dans lequel il est pris. D'un côté, les nécessités du service, qui l'obligent constamment à dissimuler quand il apprend les atrocités du front de l'Est et les crimes contre les otages et les Juifs. D'autre part, ses affinités profondes envers la culture du pays, exprimées dans le livre Jardins et routes, publié en 1942. La métropole parisienne constitue pour lui un biotope intellectuel dont il restera marqué pour toujours. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Ce qu'il ressent alors et couche sur le papier est presque choquant. L'amour pour Paris qu'il compare à une femme qui souhaite s'abandonner, et puis cette notation du journal lors d'une attaque aérienne contre les ponts de Paris. La seconde fois, au coucher du soleil, je tenais à la main un verre de Bourgogne où flottaient des fraises. La ville reposait dans sa beauté majestueuse, avec ses tours et ses coupoles rougeoyantes, semblables au calice d'une fleur offerte au survol d'une fécondation mortelle. Tout n'était que spectacle, que puissance pure, dans une douloureuse affirmation. Gentiment d'amour, que tout le monde en était pris, c'est la romance de... Les dîners chez l'américaine Florence Gould, qui tient salon, apportent à Junger un stimulant intellectuel considérable. Il y rencontre Jean Cocteau. Il rend également visite à Picasso et à Braque. Son meilleur ami à cette époque est l'écrivain Marcel Jouandeau. Il devient aussi l'ami de Paul Léotot, qui avait été impressionné par le livre de Junger, Jardins et routes. Il défend l'idée d'une entente entre les deux peuples, et des nuits entières se passent en discussion philosophique. À cette époque, l'humeur profonde de Junger devient de plus en plus sombre. Lorsqu'il voit l'étoile juive, il prend en dégoût son uniforme d'officier. Les atrocités commises au nom de l'Allemagne rejettent tout le reste dans l'ombre. C'en est fini du Junger flâneur. Dès le début, il est proche des officiers du complot parisien contre Hitler. Junger est donc venu chez moi, je ne sais pas, 6 ou 7 fois, toujours en uniforme, toujours glacé, toujours s'asseyant dans le fauteuil, ne me regardant jamais, et moi qui ne me suis jamais aimé physiquement, j'étais persuadée que je le dégoûtais physiquement, que c'est pour ça qu'il ne me regardait pas, c'est possible d'ailleurs, je n'en sais rien. Il regardait le Polonia, évidemment j'ai un super Polonia devant la fenêtre. Il faut parler de Junger à Paris, parce que vous savez, il a énormément souffert à Paris, étant donné que vous savez combien il a aimé la France, combien il est vraiment à moitié pétri de culture française. Il avait des amis français à Paris, et c'était une déchirure constante. Il était toujours dans un malaise intérieur terrible, au point qu'il parle d'ailleurs du suicide à un moment donné. Et alors, ses promenades à Paris, dans le journal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ses promenades dans le Marais, dans toutes ces rues extraordinaires, le vide Gousset, tout l'enchantait. Il avait les arbres de Paris, il en note beaucoup. Et il se sentait très mal à l'aise, vous pensez bien. C'était un officier donc d'une armée allemande. Il ne voulait pas la défaite de son pays, il ne pouvait pas vouloir la victoire de Hitler. C'était vraiment la quadrature du cercle. Et il a vécu à Paris vraiment d'une façon très douloureuse intérieurement. Et un jour, il m'a dit, beaucoup plus tard, quand il est devenu un occupé, il a dit, comme je me sens mieux dans le rôle d'un occupé que dans celui d'un occupant. « 29 avril 1941. Téléphoné à Schlumberger, mais de même que la plupart de mes anciennes relations, il n'est pas à Paris. Paris, 14 juillet 1941. Jour de la Bastille. Les rues étaient très animées. Le soir, comme je traversais la place des Ternes, je sentis qu'on me touchait la main. Un homme qui portait un violon sous le bras gauche me donna au passage une forte poignée de main, tout en me regardant, sans rien dire, mais cordialement. Cette rencontre avait quelque chose de singulièrement réconfortant, et elle améliora aussitôt mon humeur jusqu'à la mélancolique. Amitié de la ville, ses rues, ses places, lieux de largesse où des cadeaux vous surprennent. J'éprouve de la joie, surtout à voir les amoureux marcher étroitement enlacés. De temps en temps, ils se penchent l'un vers l'autre pour un baiser.
Amitié de la ville, ses rues, ses places, lieux de largesse, où des cadeaux vous surprennent. Les officiers supérieurs ont pris leur quartier à l'hôtel Raphaël, avenue Kléber. Junger s'y réfugie souvent pour être seul et lire Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Mais aussi les frères Goncourt et Léon Blois. Lorsque Junger accomplit son service à l'hôtel Majestic, siège de l'état-major, il est en pensée plus proche de la résistance que de son travail quotidien. Depuis longtemps, il a abandonné le rôle du simple observateur et il tente à sa manière d'apporter sa contribution. Dans le texte intitulé « La paix », qu'il compose à cette époque, il est question de la faute qui ne peut espérer aucune indulgence et de la défaite totale qu'il prévoit. Ce texte avait été conçu comme une référence morale pour la résistance. Un jour, à l'hôtel Raphaël, Junger avait pris sa décision. Es muss was über den Frieden geschrieben werden. Und das habe ich dann versucht und wurde dann nach Russland kommandiert, habe das in einem Panzerschrank in der, im Majestic verwahrt. Und als ich wiederkam, habe ich es Speidel gezeigt. Der hat es mit einem Motorradfahrer nach dem Rommel zugeschickt und der hat darauf gesagt, damit kann man arbeiten. Einige Tage später wurde er zu Hitler kommandiert und hat, nachdem das Militärische durchgesprochen war, hat er gesagt, also mein Führer, wir müssten noch mal über Deutschland sprechen. Daraufhin hat Hitler gesagt, verlassen Sie den Raum. Junger ne prend pas part aux préparatifs de l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944. Non seulement je portais un jugement différent sur la situation, mais je me sentais d'une substance différente. Jamais Junger n'avait quitté le rôle de l'observateur extérieur. Ich muss ja auch zugeben, meine Ressentiment, das war eher ästhetischer Natur als politischer. Allerdings, nachdem diese sogenannte Reichskristallnacht sich vollzogen hatte, solche Sachen sind mir eben unangenehm, widerwärtig. Überhaupt, wenn viele über einen herfallen, fühle ich mich ästhetisch. Und das Ästhetische und das Moralische treffen sich übrigens an einem gewissen Punkt, der sehr tief liegt. En 1939 paraît le livre intitulé « Sur les falaises de marbre ». Ernst Junger n'a jamais prétendu par la suite qu'il s'agissait d'une contribution à la résistance. C'était sa forme personnelle d'émigration intérieure. Une parabole sur la destruction de la culture européenne en ce temps-là. Un pays florissant est mis à mal par un tyran sans scrupules. Cela aurait aussi bien pu être Staline. J'ai découvert ce livre, en effet, peu après sa parution. Je crois bien c'était en 1942. Je dois dire tout à fait par hasard. Le nom de Junger m'était inconnu. Il y avait pourtant eu plusieurs livres de lui publiés. Et c'est le titre du livre qui m'a arrêté. Les titres ont quelquefois une vertu puissante d'attraction. Je n'avais pas du tout envie d'acheter un livre traduit de l'allemand à cette époque-là, mais malgré ça, je l'ai fait à cause du titre. Je me souviens que c'était une gare de correspondance où j'avais plusieurs heures à perdre pendant la guerre, et j'ai lu ce livre sur un banc. Ça, je l'ai commencé, puis je l'ai lu sans interruption. Oui, ce livre m'a captivé, réellement. Alors, si je dis que ce livre est un livre emblématique de l'époque, c'est parce que il réussit précisément à cerner, si vous voulez, au moyen de 5 ou 6 figures, 5 ou 6 figures puissamment simplifiées, à peu près tout ce que sont, disons, les lignes de force de l'époque. Ich möchte hier unterscheiden zwischen einer polemisch-politischen Äußerung und einer rein, sagen wir mal, prophetischen Sicht, dass die Sache politisch verstanden wurde und
dass sie sofort auch, sagen wir mal, von dem Reichsleiter Buhler, der sofort das Verbot verlangte, mit dem er aber nicht durchkam, weil mein Verleger Ziegler schon eine große Menge gedruckt hatte. So hat sich das irgendwie ineinander verwischt. Das Wichtige ist für mich eigentlich weniger, sagen wir mal, das Polemische, als die Tatsache eines durchaus anderes Seins. Man zeigt sich und man wird als anderer verstanden. Ich möchte sagen, ich glaube, es war Athanasius, der mit den politischen antichristlichen Regungen seiner Zeit nicht einverstanden war. Er trat aber gar nicht auf als Gegenprophet. Er setzte sich auf einen Hügel, wo eine Prozession vorbeizog, und das hat genügt. Infolgedessen sehe ich keine besondere politische Leistung. Ich meine, das übersteigt oder überschreitet die politische Dimension. Cette façon d'être différent, ou encore intempestif, n'est-elle pas au fond le centre d'une grande partie de ce que vous avez fait et écrit dans votre vie? Na ja, man verwirklicht zunächst sich selbst, nicht wahr? Und das Politische ist gewissermaßen das Beiwerk der Zeit, was sich immer wiederholt. Und insofern sind unsere Sachen auch gar nicht so außerordentlich. En 1950, Junger s'installe à Wilflingen en Haute-Souabe. Il habite désormais l'ancienne maison forestière du château des Stauffenberg. Et cette même année, il décrit dans un essai le type du rebelle. Nous nommons rebelle celui qui est décidé à résister, y est-il dit. Mais ce qui importe à Junger, c'est la résistance spirituelle, non l'anarchie pratique. Der Waldgänger, der zieht sich zurück und verharrt im unpolitisch Unausgesprochenen. Mais le rebelle détecte lui aussi, avec ce que Junger nomme le regard stéréoscopique, l'harmonie interne d'un monde ordonné. Junger l'a cherché en tout temps et en tout lieu. Le regard stéréoscopique mène à des associations. Dès son enfance, elles étaient plus importantes pour lui que ce qui relève du calculable. Dans son livre de souvenirs paru en 1936, Jeux africains, cela est très bien exprimé. L'enfant flâne dans la serre du jardin familial en rêvant du continent noir, de l'autre côté d'une autre réalité. C'est un étrange phénomène que la manière dont l'imagination, semblable à une fièvre dont les germes arrivent de très loin, prend possession de notre vie et s'y incruste en profondeur avec une ardeur toujours plus forte. Les souvenirs de voyage d'Ernst Junger constituent toujours des points lumineux dans la grande mosaïque des journaux qu'il a publiés sous le titre de 70 effaces, 1 à 4. Das Tagebuch ist eigentlich für jeden wichtig, ob ein Küchenmädchen Tagebuch führt oder Leonardo. Das ist natürlich ein qualitativer Unterschied, aber jedes Tagebuch wird nach 100 Jahren bedeutend. J'ai le sentiment, en lisant Junger, qu'il est au monde, comme on dit. Les choses vivent pour lui, les paysages, les êtres vivants. Il est beaucoup moins, en revanche, il est beaucoup moins, si vous voulez, attiré par cette littérature de foule qui m'inquiète un peu, moi, qui s'intéresse trop aux collectivités humaines. Je dis quelquefois que la littérature s'intéresse à le goût des hommes. Et moi, on me reproche quelquefois de ne pas l'avoir,
m'occuper uniquement d'individus. Mais je réponds que j'aime bien l'homme, mais je n'aime pas qu'on s'intéresse aux hommes comme on a le goût des petits pois, c'est-à-dire en collectivité et puis même en boîte. C'est comme ça que ça se termine politiquement. Junger n'a pas ce goût des petits pois, je crois. Il a le goût quand il s'intéresse à des gens, ce sont des individus. Mais ce qui est plus sensible, évidemment, c'est dans un vaste panorama naturel, qui n'est pas une grande importance chez lui. Pour moi, c'est une des choses caractéristiques. On trouve de plus en plus fréquemment dans ces journaux des remarques sur l'écologie, sur la destruction de la création. En tant qu'entomologiste, Junger a pénétré en profondeur dans ce cosmos. Dans son livre « Chasse subtile », il écrit « Un jour, chacun va retrouver les terrains de chasse éternels. Il ne peut y avoir d'existence plus heureuse que celle du chasseur. On le reconnaît déjà au fait qu'il espère continuer dans l'au-delà une vie exactement semblable à celle qui lui a été donnée sur Terre. Le chasseur finit par devenir subtil lorsqu'il n'a pas pleuré sa peine dans les moindres choses. Un souffle, presque un rien a formé son esprit, comme s'il avait été effleuré par l'aile d'un éphémère. Tu sais, j'avais depuis longtemps le désir de chasser dans les langues. Maintenant, nous y sommes. Et je vois, c'est presque un paysage pour Rousseau le douanier. Alors, Liselotte va taper sur les branches et on verra si on trouve quelque chose. Hein? D'accord? Voilà. C'est elle qui... Jetzt. Hast du schon welche? Ich habe gerade wieder diese kleinen, das ist nichts zum... Ah, die kleinen, das sind gerade die besten. Aber die großen, die hat man ja schon. Aber es ist nichts zum Zeigen. Évasion. Dans ses expériences avec les drogues, Ernst Junger a également voulu utiliser ce regard stéréoscopique, ou même l'amplifier. Son livre Approche, drogues et ivresse paraît en 1970, alors que le mouvement hippie est à son point culminant. D'un seul coup, Junger devient un épouvantail pour les bourgeois. Cette fois, ce sont les conservateurs qui sont choqués. Mais l'important pour Ernst Junger n'est pas la jouissance, mais l'élargissement de la conscience, au sens le plus haut. Es handelt sich eigentlich nicht nur um das Visuelle, sondern um die Schärfung der Sinnesorgane überhaupt. Ich möchte sagen, die Bandbreite wird nach beiden Seiten verlängert und überschritten. So machte einer eine Zigarettendose auf und das war wie ein Knall für mich. Außerdem habe ich beobachtet, ich habe ja keine bedeutende Musikalität, dass die aber gewachsen ist und mich sogar zu einer Unverschämtheit verleitet hat. Es wurde ein Mozart-Stück, was mir ungemein gefiel. Und dann kam Beethoven dahinterher. Der sagt, was hattest du für einen Eindruck? Sage ich, zu viel weiße Weste. Das ist natürlich, ich habe das Furchtwängler erzählt, der hat drüber gelacht. Ja. Ja. So. Die letzte Klarheit hat man noch beim Aufwachen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wenn ich die Augen aufmache, sehe Vorhänge und so, dass die Geometrie mir von Grund, da brauche ich nichts von Mathematik zu verstehen, von Grund auf sehe ich die ungeheure Sinnfälligkeit der geometrischen Verhältnisse. Ich finde den Schlaf eben doch für viel positiver und inhaltsreicher als die wachende Welt. Als ich das letzte Mal verwundet wurde und am Boden lag und die Leute über mir in voller Aktion waren, da hatte ich eine der friedlichsten Stimmungen, die ich je gehabt habe. So, als ob die Wiese grün wäre und die Mutter zöge sie wie eine Decke über mich weg.
Mich hat aber dann der gute Gefreite, der ausgerechnet Hengstmann hieß, hat mich auf die Schultern genommen und herausgetragen. Das war doch ein großes Erlebnis. Dagegen, wenn Sie so mit Blaulicht abgeholt werden und irgendwo hingefahren, einige Spritzen bekommen haben und dann irgendwie aufwachen, ich muss sagen, das hat eine große Trivialität und Banalität. Der moderne Übergang ist also nicht so, wie man sich ihn früher, der Paterfamilias im Bette und die Angehörigen um ihn herum, das findet heute nicht mehr statt. La plupart des amis sont morts depuis longtemps. Partout on est le dernier, dit Ernst Jünger. L'amitié a toujours été très importante pour lui. Il attache une valeur particulière à celle de Julien Gracq, auquel il a rendu visite il y a quelques années. Finalement, je dirais dans les dernières années, il est devenu assez curieusement une sorte de monument franco-allemand. Presque officiel, enfin il a figuré dans les voyages officiels où allait le rencontrer Mitterrand ou le chancelier Kohl qui allait le visiter. Ils sont allés le visiter à Wilflingen. Ils sont allés ensemble visiter les champs de bataille de Verdun, on l'a vu en photographie dans tous les journaux. Et ce côté-là, symbolique, a joué en faveur de Jünger, je crois. Et puis alors il faut souligner le fait qu'il a eu la chance, au moins pour une partie de ses livres, d'avoir des traductions tout à fait hors de pair. Remarquable, remarquable. La traduction des Falaises de marbre en français c'est une chose que je mets, moi, un peu sur le plan des traductions de Poe par Baudelaire, par exemple. Dans une lettre à son ami Ernst Jünger, Henri de Monterland a cité un jour Tolstoï. Il ne sert à rien de rencontrer un grand écrivain, car il est incarné dans son œuvre. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ernst Jünger, sur sa vie et sur son œuvre, car on a beaucoup écrit sur Jünger, eh bien, vous composez, comme chaque semaine, le 3615 Code de France 3. La semaine prochaine, nous évoquerons un très grand auteur français que moi j'aime beaucoup. Il s'agit de Louis Guillou, l'auteur, entre autres, du Sang noir. Merci.